Cette vidéo est financée par les membres de la chaîne. Cliquez sur rejoindre pour soutenir mon travail et bénéficier de toutes les séances sans pub et de 20 hypnoses inédites. Bienvenue dans l'Odyssée de nos vies, un podcast de Benjamin Lubzinski. J'ai 45 minutes, montre en main, pour comprendre les combats d'une existence que je découvre en même temps que vous. Chaque vie est une odyssée, car si on écoute quelqu'un bien, vraiment bien, on découvre toujours un héros. Pour faire briller cette émission, vous pouvez lui accrocher de belles étoiles sur les applications de podcast. Mais les likes, les partages et les commentaires, c'est aussi pas mal. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Je vais vous parler d'un problème qui n'existe pas. Vous connaissez le burn-out. Le burn-out, c'est le syndrome d'épuisement professionnel. Professionnel, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que ça se passe uniquement dans le sein du travail. Ça ne concerne pas les étudiants, ça ne concerne pas les personnes qui luttent pour tenir le coup en élevant leurs enfants. Non, on ne s'occupe que du côté professionnel. Et si on regarde les études, il y a des centaines d'études sur le burn-out professionnel. On s'intéresse même au brown-out, c'est-à-dire la perte de sens, au burn-out, l'ennui au travail, mais c'est toujours au travail. Et vous savez ce qui est terrible, c'est que parfois il faut inventer un mot pour qu'une réalité commence à exister. Avant que le mot féminicide ne soit employé, on ne se rendait pas compte à quel point c'était surtout les femmes qui étaient victimes d'assassinats. Et on avait une vision qui était biaisée. Parler de féminicide, ça permet de se rendre compte que c'est majoritairement les femmes qui en souffrent. Et parler de burn-out parental, c'est donner une visibilité à quelque chose qui est devenu, pas une blague, mais qui est devenu presque trop banal. Je dis toujours, avant d'avoir des enfants, on se plaint d'être fatigué. Quand on a des enfants, on sait qu'on est fatigué. Et finalement, ça devient banal, c'est normal d'être épuisé, de ne pas assez dormir. Mais à un moment, ça peut basculer, c'est-à-dire que on peut brûler son énergie, être fatigué dans sa tête et dans son corps, et c'est là qu'on devrait parler de burn-out parental, parce que ce terme n'est pas encore validé. Pourtant, Dieu sait que ça existe. Et l'invitée que je vais avoir ce soir, Claire, est une femme extrêmement courageuse. Elle a 5 enfants. Elle a un trouble de la personnalité borderline. Elle souffre d'endométriose, d'une maladie dont on ne connaît pas le nom et qui l'handicape, qui l'empêche de marcher et qui la fait terriblement souffrir. Et malgré cela, elle essaye d'élever ses 5 enfants et de continuer à bien le faire. Et le titre de ce podcast, c'est l'Odyssée de nos vies. Je suis très heureux d'accueillir une héroïne. Et je crois qu'en l'entendant, vous allez comprendre pourquoi j'utilise ce mot et qu'il n'est pas usurpé. Bonsoir Claire. Bonsoir. Dites-moi Claire, quand est-ce que vous vous êtes rendu compte que vous souffriez de burn-out parental? Qu'est-ce qui vous a fait réaliser que ça y est, vous n'en pouviez plus et que c'était vraiment ce dont vous souffriez? Parce que finalement, avec tous les autres problèmes que vous avez, le trouble de la personnalité borderline, ça peut créer de la dépression. La douleur, les douleurs fortes créent de la dépression. À cause de votre handicap, vous êtes obligé de rester chez vous, vous ne pouvez pas marcher, vous avez très très mal. Bien, tout ça, on aurait pu se dire, ah, c'est normal. En quelque sorte, c'est pas parce que c'est normal que c'est acceptable. Oui. Mais qu'est-ce qui vous a permis de savoir qu'en fait c'était un burn-out que vous faisiez, un burn-out parental? En fait, quand on est chez soi, entre quatre murs, avec deux petits bouts, parce qu'en plus j'ai eu des jumeaux. Ma dernière grossesse, ça a été des jumeaux et quand je supportais plus leur gazouille, leur de devoir me lever pour changer une couche, et de leur donner le biberon, et tout ça, je me suis dit, mais pourquoi, enfin, je suis leur maman, je devrais pas culpabiliser pour tout ça, et je culpabilisais quand même de pas avoir envie. C'était trop, je pouvais C'est plus,
plus vous du tout. n'aviez pas envie, vous n'aviez pas la force Mm. et vous n'aviez plus d'envie pour rien. Ouais, C'est plutôt ça, non? c'est ça, ouais. Plus envie de rien du tout. Parce que ce qui est terrible avec le burn-out parental, vous savez très bien qu'une partie de la profession de papa ou de maman, c'est de culpabiliser. Hein. C'est bien ancré en nous. Et la vie Ouais. nous donne de multiples occasions de culpabiliser. On sait tous qu'on va foirer à plein de moments, que nos enfants croiseront des difficultés, qu'on ne pourra pas toujours les protéger, qu'on ne sera pas toujours à la hauteur. Bref, on va tous foirer, c'est clair. Et je ne crois pas pouvoir utiliser un autre terme que celui-là. Mais ce qui est terrible dans le burn-out parental, c'est que on peut pas être observateur observé. Donc, comme on ne ressent plus autant les sentiments, on ne ressent plus autant les émotions, on est un peu anesthésié, on a l'impression que qu'on n'aime plus ses enfants ou qu'on n'a plus Mm. envie de faire des choses pour eux. Et ce qui permet de faire la différence, vous allez me dire si c'est ce que vous avez perçu et ce que vous vivez aussi, c'est à mon avis, c'est deux choses. D'abord, c'est que quand on a un burn-out, on est fatigué pour tout. Pour les enfants, mais pour le reste aussi. On n'a pas d'énergie pour s'amuser, pas d'énergie pour sortir, on a de l'énergie pour rien. Donc c'est pas uniquement centré sur les enfants. On n'a pas d'énergie pour son couple non plus, hein, bien sûr. Pas d'énergie pour faire l'amour, pas d'énergie pour la tendresse, pas d'énergie pour grand-chose. Donc déjà le côté un peu général. Et puis il y a cette impression d'anesthésie qui est vraiment très particulière. C'est que vraiment on ne ressent plus en soi ses émotions, ses envies, sauf bien sûr parfois de la tristesse, de la culpabilité, puis parfois il y a quand même des moments de grâce avec un peu de joie, mais c'est une sorte d'extinction, d'usure en soi, et qui s'explique de la même manière que pour la dépression. C'est-à-dire que quand on souffre trop longtemps, quand on stresse trop longtemps, le corps s'anesthésie pour supporter l'insupportable. La dépression, ça se passe sur un temps plutôt long, le burn-out plutôt sur un temps court avec beaucoup d'efforts physiques et beaucoup de stress. C'est un peu la différence, c'est une sorte de dépression express. Mais dites-moi Claire, est-ce que vous avez ressenti ce que je décris, cette sorte d'anesthésie et puis cette absence d'envie générale? Euh, En fait, dans le terme burn-out, j'ai aussi des blackouts, des moments où en fait j'oubliais ce qui s'était passé dans la journée parce que c'était trop culpabilisant de me dire que j'avais pas eu envie de m'occuper de mes enfants et je me sentais tellement mal, je culpabilisais tellement, je me sentais vraiment comme Oui, dites-le. vraiment moins que rien, quoi. Ouais. Et du coup, je, j'avais des moments où j'oubliais ce qui s'était passé. Mon chéri me disait, alors, la journée s'est bien passée. Je dis, bah, je, je sais pas, je me rappelle pas. Hmm. Ouais, cette anesthésie, cette dissociation, c'est sûr qu'elle touche un peu, elle peut toucher un peu la mémoire ou la perception du temps. On a l'impression à la fois que le temps avance très lentement, en même temps très très vite. Là, C'est dans exactement ça. dans ce que vous me décrivez, en revanche, euh, l'exemple est un peu extrême. C'est-à-dire que dans la plupart des burn-out, il n'y a pas ces amnésies. Euh, si vous avez un trouble de la personnalité borderline, c'est certainement que vous avez été victime de violences répétées dans votre enfance. Et bien souvent, Mm. on apprend dans ce cadre-là on apprend à oublier pour supporter. Vous voyez, le corps est tragiquement bien fait. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose d'insupportable, il peut s'anesthésier. Donc rapidement, c'est le burn-out. Lentement, c'est la dépression. Mais il peut aussi mettre de côté, se dissocier. Donc en général, quand dans son enfance, on a été victime de violences, de quelque manière que ce soit, répétées ou extrêmement violentes d'un coup, sexuelles ou physiques ou morales ou verbales, euh, non seulement on oublie cette période, mais on n'oublie pas que les choses difficiles, on oublie souvent une partie de son enfance et on apprend là, à être dissocié, un peu distrait et on développe une sorte de facilité à oublier. Donc, pardonnez-moi de le préciser, mais il me semble que dans votre cas, ce qui est le plus probable, c'est que cette culpabilité que vous avez eue, elle a permis de... Elle a révélé une tendance que vous aviez certainement avant, qui était de faire des blackouts, quoi, d'oublier. Est-ce que je me Ouais. trompe ou...
Dites-le moi, hein, Ça m'était déjà arrivé plusieurs fois les blackouts dans des grosses phases de dépression. Et c'est là que j'ai réalisé en fait qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond, que c'était plus que juste une dépression postpartum. Quand il y a eu des blackouts en plus de tout ça, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je demande de l'aide. Et heureusement, j'ai pu demander de l'aide parce que j'étais très entourée. Et je suis toujours, heureusement. Et Et, qui ouais. vous a dit que c'était un burn-out? Qui vous a expliqué ça? Par exemple, j'ai eu l'assistante sociale et la puéricultrice de PMI. Mhm, Et également une unité de l'hôpital d'Annecy, une unité qui s'appelle le Cocon, et mhm. qui est une unité qui aide les jeunes, alors jeunes en tant que pas, pas de l'âge, hein, mais de tout frais, parents, Les jeunes parents, d'accord. qui ont Vous des avez, problèmes déjà de vu mon base. âge, vu mon âge, si vous avez en dessous de 50 ans, vous êtes jeune. Donc, Voilà, bon, bah, on va dire ne que je suis vous encore un inquiétez pas. petit peu jeune. Et c'est clair que quand on a des parents pour la première fois, on est tous des jeunes parents. Et alors aussi, l'aventure qui consiste à avoir des jumeaux, heureusement qu'il y a un tissu d'associations partout en France. Parce que Ouais. on se plaint déjà, et à juste titre, de mal dormir quand on a des enfants, d'être toujours fatigué, de ne plus avoir de temps à soi, etc. On peut pas s'imaginer ce que c'est que d'avoir des jumeaux. Alors parfois, il y a des jumeaux parfaits, vous savez, qui mangent à peu près à la même heure, qui font tout de suite leur... Mais ça, c'est des exceptions. Et heureusement qu'il y a ces associations avec des gens qui s'entraident, qui se donnent des trucs, qui expliquent aussi comment pas se ruiner, parce que tout d'un coup, avoir deux enfants en même temps, c'est une vraie ruine hein, financière, ça s'entend. Euh, donc, vous avez eu cette aide comme ça, et qu'est-ce qu'on vous a conseillé? Bah, déjà, on m'a conseillé de continuer de me faire suivre au CMP parce que, bah, comme vous avez pu dire, on n'a pas beaucoup d'argent quand on a des jumeaux. Enfin, quand on a déjà pas beaucoup d'argent de base et qu'on a des Hmm. jumeaux, on a encore moins. Donc, moi, je suis suivie au CMP, donc c'est l'hôpital qui gère tout ça. Pour ceux qui C'est le connaissent centre pas, peut-être qu'il peut médico-psychologique. expliquer. Ouais. Pardonnez-moi de vous interrompre, Claire. C'est pour ceux qui ne connaissent pas. En Mm. France, on a la chance de pouvoir avoir accès à des soins psychologiques qui sont gratuits. On peut y avoir accès de plusieurs manières. On peut aller dans un centre médico-psychologique, donc un CMP. Il y a un petit peu de temps d'attente, mais on a accès à des psychologues, des psychiatres gratuits. Et ça, c'est vraiment quelque chose de merveilleux parce qu'il n'y a pas de discrimination. Les soins des psychiatres sont remboursés. Dans les urgences, dans les hôpitaux, quand vraiment on va mal, ça faut vraiment s'en souvenir. Si un jour vous allez très très mal, que vous avez des pensées terribles, vous avez envie de vous suicider ou quelque chose comme ça, il y a toujours les urgences, il y a toujours un psychiatre qui sera là pour vous aider, pour vous empêcher de commettre l'irréparable et pour vous permettre de vous construire et de dépasser cette période. Et puis maintenant en France, on a aussi, c'est un petit peu compliqué, mais on peut aussi se faire rembourser un certain nombre de séances chez des psychologues. C'est faisable. Alors, on n'a pas autant de choix que si on paye des psychologues de sa poche, mais malgré tout, vous voyez, tous ces soins cumulés permettent d'avoir de l'aide, et je ne parle même pas du tissu associatif, c'est-à-dire quels que soient les sujets, il y a toujours un téléphone qui est dédié pour en parler, il y a toujours des associations qui sont un peu partout dans le territoire, et c'est vraiment très précieux. Donc on vous a dit de continuer à être suivi au CMP, ce qui était évidemment un très très bon conseil, parce que euh, vous connaissez l'horrible expression jeter le bébé avec l'eau du bain. Quand on va mal, on a tendance un peu à tout balancer, les soins, vous savez, on arrête les médicaments parce qu'on en a marre d'être malade. C'est la Ouais, logique. Ça a l'air stupide, mais tout le monde l'a fait dans sa vie. Donc, on c'est fait la grève, quoi. exactement ça. Mm, mm. Oui, c'est Et ça. C'est souvent mon mari rentre le soir, je dis c'est bon, je démissionne, je démissionne. C'est vraiment ça. J'en ai marre. Je lui dis, je démissionne, je vais me coucher. C'est ouais, 6 heures du soir, quoi. ouais, c'est une démission, mais en même temps, vous êtes réembauché le lendemain, j'ai l'impression. Oui, c'est ça. En fait, on a l'impression de faire les 3-8 et on se voit plus. C'est ça qui est dommage.
Ah bah c'est le cas, ouais, c'est le cas. Mm. Ah bah ça c'est, oui, c'est ce qui est, il y a des moments, Milton Erickson, c'est un psychiatre que je cite souvent, il avait une théorie, c'est qu'il y a des moments clés dans la vie qui sont forcément difficiles. L'adolescence, on change de corps, on change de personnalité. Quand on recherche sa première copine ou son premier copain, quand on emménage pour la première fois, quand on se marie, quand on a des enfants, un, deux, trois, des jumeaux, il y a des stades comme ça où il y a en fait, on est obligé d'apprendre à changer. Mais c'est vrai que finalement, bien souvent, il y a des gens qui échappent, mais déjà quand on est en couple, on abandonne une partie des choses qui nous faisaient plaisir. On s'y retrouve, hein, c'est chouette, on partage avec sa moitié de belles choses, mais voilà, on n'a plus cette sécurité. C'est-à-dire que si son couple va mal, on n'a plus les choses qui nous faisaient forcément plaisir avant et qui nous faisaient du bien. Et puis quand on a un enfant, bah, on abandonne un peu de ce qu'on faisait en couple, et puis on abandonne beaucoup de ce qu'on faisait tout seul, et etc., etc. Au fur et à mesure, bah, on n'a plus de source de joie. Et on a cette idée qui est une idée qui me semble doublement fausse, et vous allez me dire si vous l'avez ressentie. La première, c'est l'idée que on devrait être invulnérable. Je suis leur papa, je suis leur maman, je devrais être toujours patient, toujours joyeux, toujours de bonne humeur, toujours de bons conseils, toujours sage, toujours... Mais non, enfin, faut dire, c'est de la même manière que C'est l'amour c'est ne vous complètement épargne ça. pas la dépression et le malheur, ça marche pas comme ça. Et Ouais. puis, Et et on puis, culpabilise, on se dit, mais je suis sa maman, j'ai choisi cette grossesse. Quand il y en a eu deux, on a validé. Enfin, et là, on se dit, mais j'ai tout choisi, j'ai tout validé et j'y arrive pas, mais je suis nulle en fait. C'est assez difficile à vivre. non, c'est Difficile à horrible vivre. parce que on se dévalorise personnellement, quoi. On a l'impression d'être une merde pour dire les choses clairement. Complètement, oui, c'est ça, hein, faut le dire. Je suis une merde, quoi, j'y arrive pas. Et Pourquoi il j'y faut arrive bien, pas? Je suis une maman, j'ai réussi avec les autres, et là, j'y arrive pas, quoi. et il faut se dire qu'une partie est liée à cette impuissance qu'on ressent, mais une partie aussi est liée au burn-out ou peut-être un début de dépression qui vous souffle aussi ce genre d'idée. Donc, il se peut que les enfants n'aient pas du tout cet avis. Enfin, en général, ils l'ont pas, mais ils peuvent voir que vous êtes fatigué mais ils ont rarement cette impression que vous n'êtes pas à la hauteur, même s'ils peuvent râler, évidemment. Mais soi-même, il y a il y a comment dire, cette dévalorisation radicale et totale. Et c'est pas parce qu'on a choisi d'avoir des enfants que c'est pas épuisant. Mm, Et ça garantit pas contre les malheurs de la vie qui peuvent s'accumuler. Qu'est-ce qui, à c'est votre ça. avis, a créé le burn-out chez vous? Est-ce que c'est... on avait parlé de dépression postpartum. Alors, bon, avoir deux enfants accouchés, bah, c'est un traumatisme pour le corps, c'est un épuisement, c'est une privation de sommeil permanente. Donc, il y a beaucoup de choses. Et puis, il y a un grand nombre de femmes qui souffrent de bouleversements hormonaux et de symptômes vraiment très liés à la période post-accouchement. Mais qu'est-ce qui, à votre avis, a créé ce burn-out? Est-ce que vous avez réussi à vous faire une petite idée de ce qui s'était passé? Euh, alors, pour ma part, je pense que c'est vraiment le fait de pas pouvoir sortir de chez moi, de plus voir personne, en fait. Les seules personnes que je voyais, c'était ma psychologue, ma psychiatre, les intervenants sociaux qui venaient m'aider à la maison avec les enfants pour faire le ménage, la diagnostic, tout ça. Enfin, ma psychologue, ça fait plus de 10 ans qu'elle me suit. Bon, ça a été un peu en pointillé, mais même comme ça, il y a des moments où c'est plus assez. On a beau avoir toute l'aide possible et imaginable, c'est plus assez. Le cerveau, il dit stop. Il dit non, non, stop. Non, j'en ai marre, j'arrête. Stop. Vous m'avez dit que vous aviez C'est la comme ça que j'ai chance. ressenti, en tout cas. Ah non, mais c'est exactement ça. C'est le corps, c'est l'inconscient qui n'en peut plus et qui vous oblige à arrêter malgré vous. C'est aussi une sorte de protection. On n'aimerait pas l'avoir, cette protection, mais c'est aussi une forme de protection. Vous m'avez dit tout à l'heure, avant le début de l'émission, que vous aviez la chance d'avoir un compagnon qui était très présent dans la vie familiale et que bah, il vous arrivait donc de vous coucher à 7 heures, de vous coucher très tôt parce que vous étiez tout simplement
épuisé. Est-ce que vous avez encore un peu du temps pour vous? Est-ce que vous arrivez à... Qu'est-ce que vous arrivez à garder dans tout ça, à conserver? Quels sont les bons moments que vous arrivez à conserver? Alors c'est amusant parce que c'est exactement la question que m'a posée notre psychiatre hier. Qu'est-ce que vous avez pour vous? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce que vous aimez faire? Et je lui ai dit, c'est dormir. Hmm, bien C'est sûr. vraiment dormir. C'est la seule chose qui me reste. Bah, quand Et on se sent c'est tout. déprimé, c'est une manière de s'échapper. Puis Ouais. quand il y a un burn-out, il y a aussi une fatigue physique. Donc vraiment, le corps a besoin de récupérer. Ouais. C'est évident. Euh, Il y a d'autres choses que vous avez réussi à préserver? Quand même des bons moments avec les enfants, de temps en temps? Pas Vraiment. forcément, mais Tout. De temps en temps, alors. d'accord, vraiment très rarement et juste pour me faire plaisir, quoi. C'est ça. Ouais, vraiment. Est-ce que qu'est-ce que vous avez fait pour faire évoluer? Donc, bon, vous continuez la psychologue, ça c'est très bien. Est-ce que vous avez dû prendre des médicaments supplémentaires? Parce que avec, bah, vous avez aussi un TDAH, donc vous prenez la Ritaline, vous prenez pas mal de médicaments. Est-ce qu'on vous a donné des médicaments supplémentaires pour sortir de ça? Est-ce qu'on vous a dit simplement de vous reposer? Qu'est-ce que vous essayez de mettre en place? En fait, au niveau douleur, on a essayé à peu près tout. Ce qui me fait beaucoup de bien, c'est la kiné. Ma Mhm. kiné est formidable, elle fait tout ce qu'il faut en périnatalité, etc. Et ça me fait aussi une échappatoire de plus pour pouvoir parler de maternité, de parentalité et de douleur et de stress et de tout ce qui fait qu'on est une maman parce que bah, du coup elle est spécialisée sur les mamans donc elle en voit beaucoup et ça aide vraiment. C'est vraiment le je crois que entre la psychologue et la kiné, c'est vraiment les deux choses qui m'aident le plus. Psychologue et kiné, d'accord. Je sais que vous faites de l'hypnose, évidemment. Oui. Ça Oui, vous c'est aussi vous. ça, Heureusement, grâce à vous, je peux dormir le soir. c'est déjà ça de Et toute pouvoir. la nuit, l'hypnose de 8 heures, là, elle marche du tonnerre. Bon, alors du Bah, coup, tant mieux, chérie, tant c'est un peu mieux. la gueule parce qu'il se lève la nuit, parce que moi, j'aurais vécu du coup. Mais ouais, c'est chouette. Les enfants, quel âge, les petits? Les petits, ils ont 16 mois. 16 mois, d'accord. Est-ce que est-ce que vous avez des médicaments supplémentaires? Vous m'avez pas dit ça. Bah, du coup, j'ai de la morphine, du Ça, c'est pour la douleur, Lyrica. mais pour le Ouais. moral, est-ce qu'on vous a donné des médicaments supplémentaires? Pour le moral, j'ai des régulateurs d'humeur, j'ai des benzos, j'ai euh, du Valium aussi et antidépresseurs. Bon. Ce qu'il faut se dire avec le burn-out, heureusement, et c'est vrai aussi pour la dépression, c'est que ça dure généralement un certain temps. Alors, pour le burn-out, c'est plus si on se repose, si vraiment on s'oblige à se reposer, c'est beaucoup plus court que pour la dépression. Euh, et puis, je, donc il y a simplement, excusez-moi, je me perds un petit peu. Il y a il y a vraiment une histoire de patience, de repos. Il faut faire très attention à son sommeil. Il faut s'obliger à vraiment faire des coupes dans sa vie. C'est-à-dire se dire quelque chose qui est très difficile en tant que parent, mais c'est, voilà, j'ai tout donné, j'ai plus rien. Si je continue à donner ce qui reste, je vais être comme le pélican qui donne sa propre chair à manger à ses enfants. Il ne restera plus que les os. Et si je veux pouvoir leur offrir quelque chose, il est temps que je sois égoïste, parce que si je ne suis pas égoïste, je n'aurai vraiment plus rien à leur donner. Donc ça veut dire accepter de ne plus faire plein de choses et de se faire aider. Et j'aimerais bien que vous reveniez sur les différentes aides qui vous sont apportées, parce que euh, c'est vraiment très important de savoir qu'elles sont à notre disposition, qu'on peut en bénéficier.
Parce que quand on va mal, on a déjà à peine l'énergie d'aller voir le médecin, le psy, etc. Donc aller les solliciter, c'est pas forcément facile. Et puis si on ne les connaît pas, on va pas les chercher. Euh, Quelles sont les aides que vous avez qui sont mises en place? Vous les avez un peu évoquées, mais j'aimerais qu'on voit la réalité de l'aide qu'on peut recevoir. Il faut vraiment pas avoir peur de pousser la porte du pôle médico-social, du pôle maternel, infantile, enfin PMI, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais il faut vraiment pas avoir peur de pousser cette porte et d'aller leur dire, bah, bonjour, euh, j'ai un ou des enfants bas âge et j'arrive plus, et je suis fatiguée et j'en peux plus et je culpabilise et je m'en veux et je me sens pas bien et je me déteste et de pas y arriver Ah oui, parce et que on aidez-moi en a s'il pas, vous plaît. on en a parlé, mais il y a des moments de colère terribles. On n'est pas vraiment en colère contre ses enfants, on est en colère contre la vie, quoi. Non, c'est ça. Et on est en colère contre la douleur, on est en colère contre la souffrance, on est en colère contre la fatigue, mais quand il y a des cris de bébé qui se surajoutent, ça peut devenir absolument terrible. Donc vous avez raison, il ne faut pas hésiter à aller voir un ou une assistante sociale, et puis aller dans les PMI parce que eux ils ont une conscience des difficultés parentales et des solutions qui est extrêmement précise. Donc l'assistante sociale elle va vous diriger pour une aide psychologique, certainement vous dire les droits que vous avez, les aides auxquelles Tout à vous avez fait. droit, et puis à la PMI ça va être plus sur le côté lien à l'enfant et vous aider à tenir parce que euh, on a très peu de données sur le burn-out parental. Moi, j'ai trouvé un chiffre unique, 5% de burn-out parental, de burn-out parentaux en Belgique. Ça me semble étonnamment bas. Voilà. Oui, J'ai je crois beaucoup pas de mal trop. à croire que ce ne soit que ça. Vous voyez, parce que 5%, c'est à peu près le nombre de personnes qui ont des TOC. C'est pas beaucoup, hein. Moi, je pense que c'est Non, beaucoup plus que ça. j'y crois pas trop, sincèrement, j'y crois pas trop. Moi, ça m'est arrivé quand ils étaient plus petits, bon, maintenant ils sont plus grands, donc ils comprennent un petit peu. Ils comprennent aussi quand il y a des jours où je peux pas me lever parce que j'ai mal, et ils le savent très bien. Et ils en jouent, et ils se marrent, et c'est pas grave, c'est des crapules. Mais quand ils étaient vraiment plus petits et que le burn-out a vraiment commencé, ils avaient quelques mois, 6 mois, et quand ils hurlaient, je savais plus quoi faire. J'avais tout essayé et juste je leur hurlais dessus. Je mais taisez-vous. Et enfin là, je hurle pas parce que sinon je vais les réveiller. Mais et on s'en veut terriblement. Et je me rappelle de ma psychiatre qui m'avait dit il y a longtemps, alors c'était une autre psychiatre, mais elle m'avait dit c'est tout à fait normal d'avoir envie de jeter son enfant par la fenêtre. Par contre, ce qui est pas normal, c'est de le faire. Et ça m'avait vachement aidé à relativiser. Et Ah non, je me mais suis répété cette phrase dans la tête pendant très longtemps. il faut se dire que les cris et les pleurs d'un enfant, il y a quelque chose qui est profondément, qui est archaïque, qui est totalement ancré en nous, et ça crée forcément une réaction qui peut être la colère, qui peut être de l'aide, mais on ne peut pas être indifférent euh, aux cris d'un enfant, aux pleurs d'un enfant. Et souvent, les conseils que donnent les sages-femmes, c'est si vraiment à un moment vous n'en pouvez plus, parce que ne plus en pouvoir, ça ne concerne pas que les gens qui ont un burn-out parental, hein, c'est tous les parents. Hein. Bah, Ouais, même si vous le laissez dans la chambre, allez, c'est une ça. demi-heure, vous allez voir Ouais. le voisin, la voisine, discuter un peu, et vous revenez une fois que vous êtes plus calme, et vous vous autorisez à faire ça. Parce que cet épuisement, il est profondément humain et que ce que vivent d'une manière démultipliée ceux qui font un burn-out parental, tout le monde le vit. Évidemment, les femmes beaucoup plus que les hommes, encore, pour des raisons évidentes. Hein. Il n'y a pas qu'à voir la répartition du congé parental. C'est pas encore 50-50, hein, c'est peu de le dire. Et puis, comme en France, dans la plupart des pays développés, on conseille de donner le sein qui va se réveiller la nuit. C'est forcément vous. Plus, en fait, Ouais. faut savoir que quand on donne le sein,
On a du mal à dormir, c'est fait exprès, on se réveille facilement, c'est pour pouvoir réagir aux besoins de l'enfant. Donc, Généralement, évidemment, on il est faut... réveillé avant eux. Ouais. Oui, vous savez, il suffit qu'une tétine tombe sur le sol à 10 mètres de là et vous vous réveillez directement, il n'y a pas il y a pas de doute. Euh, pour aller sur une petite chose d'abord. Euh, Vous l'aurez compris, donc Claire a malheureusement pas mal de difficultés, vous avez pas mal de difficultés qui compliquent la donne. Le trouble de la personnalité borderline, ça fait que déjà vos émotions sont plus fortes, plus durables, sont exacerbées et que la probabilité de faire des burn-out, des dépressions est augmentée. Dans le TDAH, il y a aussi une augmentation du stress, mais aussi un peu une augmentation de la déprime. Et puis, j'oublie encore un autre point. Si, évidemment, la douleur. La douleur est un facteur de déprime qui est très important. Donc, déjà, quand ça va, pour moi, vous êtes une héroïne parce que vous arrivez à tenir le coup malgré ça. Et pour moi, vous restez une héroïne parce que vous êtes encore là sur le pont et parce que vous osez en parler et que vous nous montrez à tous à quel point c'est normal de faire un burn-out parental et à quel point il ne faut pas culpabiliser et aller chercher toute l'aide disponible. C'est vraiment, comment dire, on a besoin de beaucoup d'informations. La santé mentale est de moins en moins taboue, mais elle n'est pas assez connue et à cause de ça, elle n'est pas encore assez banalisée. On devrait pouvoir dire, ouais, en ce moment, je suis pas un cachou avec mes enfants, j'en peux plus, ils m'énervent, je crie, je suis en plein burn-out parental, et puis les gens disent, ah ouais, je comprends, c'est normal, c'est un burn-out parental, il faut que tu te soignes, que tu te fasses aider, et puis voilà, c'est tout. C'est une maladie comme une autre. Mais on n'en parle pas. Et comme je le disais au début de cette émission, le fait qu'on se centre beaucoup sur le professionnel fait que on oublie toutes les autres raisons qui peuvent faire rentrer dans un burn-out. Euh, Avoir 3 enfants, c'est déjà un boulot à plein temps. En avoir 5, c'est à la limite de l'industriel. Et c'est normal Ouais, d'être épuisé. Rien, c'est rien ça. que ça, déjà. Euh, et il y a Julia qui dit quelque chose de très vrai, et Clémence aussi. Clémence dit que vous êtes courageuse. Je suis d'accord. Être courageuse, c'est essayer de tenir et faire des choses quand on n'a plus aucune énergie, plus aucun espoir et plus aucune force. Ce que vous Et disiez tout à l'heure est très vrai et ça fait partie de ce qu'on m'a conseillé à la PMI. mhm, C'est mettez des écouteurs, mettez la musique à fond, vous les mettez dans leur lit et vous prenez un temps pour vous. Vous prenez 30 minutes où vous allez écouter une hypnose, une méditation, n'importe quoi. Mais pensez à autre chose. Ils vont pleurer pendant 30 minutes, c'est pas grave. Ils vont pas en mourir. Et le médecin traitant m'a dit la même chose. La pédiatre des petits m'a dit c'est pas grave. Euh, oubliez-les parce que en fait, on en vient c'est dur ce que je veux dire, mais il y a des moments où je les déteste. Je mais les c'est normal. déteste. Et pourtant, je les aime d'amour. Mais il y a des moments où je n'en peux plus Vous de savez, ce sentiment de les détester. Et c'est hyper culpabilisant. il y a une phrase de Sangor que je répète toujours, c'est un raciste, c'est quelqu'un qui se trompe de colère. Alors, cette idée de se tromper de colère, elle est vraie pour plein de choses. Elle est vraie aussi pour ses enfants. Et la colère que vous avez, c'est évidemment pas contre eux. Mais Mm. avec eux est arrivé le burn-out et c'est normal que quand on a le pied dans le pied jaloux, vous croyez qu'on peut faire quoi à part hurler, jurer et se débattre dans tous les sens. On n'a pas le choix, quoi. C'est très compréhensible. Mais c'est bien de le dire. C'est super de le dire. Vous savez, on n'a pas besoin non plus d'avoir un burn-out pour avoir envie d'étrangler ses enfants de temps en temps, hein. Ça, c'est c'est aussi quelque chose que la plupart des gens connaissent. On a des mouvements d'énervement qui passent, heureusement. Euh, avant de,
avant de terminer cet échange, sauf s'il y a des points que vous voulez aborder, je voudrais donner quelques conseils pour sortir du burn-out. Vous l'avez compris, dans le cas de Claire, Claire a beaucoup d'enfants, des pathologies et des troubles de personnalité qui compliquent la donne. Mais ce qui est vraiment super, et je suis content que vous en ayez parlé, Claire, c'est que vous avez une vraie aide efficace, directe, nombreuse, et puis vous êtes soutenu par votre moitié. Je n'ose imaginer ce qu'est le burn-out quand on est dans une famille monoparentale. Hein. C'est presque dans la description de poste. Donc, et Dieu sait que les familles monoparentales sont de plus en plus courantes. Donc, que faut-il faire? C'est déjà se faire aider médicalement le plus rapidement possible, aller voir son médecin, parce qu'il faut savoir si c'est un burn-out, savoir si c'est une dépression, comprendre d'où ça vient, avoir rapidement les médicaments, parce qu'on n'est pas dans une situation où tu dis ouais, je prends des médicaments, je prends pas des médicaments, je veux voir si je tiens. Non, non, je veux dire, quand on a des enfants en bas âge et des enfants dont on est responsable, on se dope comme il faut et on lésine pas. Donc il faut vraiment être rapidement aidé, avoir un médecin, avoir un psy, avoir un assistant social, avoir l'aide de la PMI. Si c'est des situations qui se rajoutent, comme par exemple le fait d'avoir des jumeaux, bien sûr, avoir l'aide d'associations également. Et puis déléguer à mort et diminuer la qualité de tout. Voilà, parce que de toute façon, il n'y a pas le choix. Voilà, en cas de guerre, hein, on fait pas semblant, on fait pas dans la dentelle, on bâcle parce que on fera mieux après, que c'est la seule manière de s'en sortir. Le but, c'est d'avoir des moments de repos, parce que le corps a besoin de repos, parce que l'esprit a besoin de repos. Le but aussi, c'est de sortir pour avoir un peu d'activité physique. Ça a l'effet d'un antidépresseur, l'activité physique léger, donc ça ne suffit pas, mais ça marche. Et on a besoin de loisirs, on a besoin d'avoir la paix, on a besoin d'avoir notre pensée qui ne tourne pas uniquement autour des enfants. Il faut des pauses. Donc, on vous parlait des pauses avec l'hypnose, ça peut être prendre son bain, ça peut être voir une copine, ça peut être plein de choses, mais il faut savoir un peu foutre le camp et c'est extrêmement important. Et puis ensuite, pratiquer énormément de relaxation. Le corps est fatigué, le corps a été stressé, il doit réapprendre à être calme. Et là, matin, midi et soir. L'hypnose, c'est très bien, la méthode Jacobson, le training autogène de Schultz, la cohérence cardiaque, donc peut-être que des mots que vous connaissez pas, mais on s'en fiche. Wikipédia est fait pour ça, YouTube est fait pour ça, ma chaîne sur YouTube est faite pour ça aussi, donc n'hésitez pas à y aller. Et puis laissez ensuite le temps agir. Parce qu'il faut que l'énergie revienne, elle revient plus ou moins rapidement, elle reviendra d'autant plus rapidement que vous aurez coupé rapidement et efficacement les sources de cette surcharge, de cet épuisement. Et il ne faut pas, dès que ça commence à aller mieux, recommencer à trop faire. Ça, c'est la meilleure manière de sombrer, de se sentir encore plus coupable. Oui. Et puis surtout, moi j'insiste tellement sur ce sujet. À une époque, c'était les curés qui savaient ça. Maintenant, ce sont les psys et les médecins. Tout le monde souffre. Tout le monde galère. Tout le monde se plante avec ses enfants. Tout le monde a des problèmes cachés. Donc, merder, c'est être humain. Voilà. Et il faut l'assumer. Et ce qui est beau, et Claire, je voudrais vraiment le souligner chez vous, ce qui fait une bonne mère, ce qui fait un bon père, ce qui fait une bonne personne, c'est pas bien faire. C'est d'essayer de bien faire. Et de continuer même quand on n'a plus l'énergie de le faire. Et ça, je le retrouve vraiment chez vous. Donc je tiens à vous remercier vraiment sincèrement et profondément pour votre témoignage, parce que c'est par l'exemple, c'est par le partage et par la sincérité qu'on apporte les solutions et qu'on sort de ce qui rajoute de la douleur à la souffrance elle-même, c'est la solitude. Merci beaucoup, Claire. Je voudrais juste rajouter une chose, c'est que grâce à la PMI, on a pu mettre nos jumeaux 3 jours par semaine en crèche.
Et ça, justement, ça m'a permis de souffler énormément. Alors bon, c'est pas encore des jours où j'arrive à prendre du temps pour moi. C'est des jours où j'arrive à mettre mes rendez-vous de psy, de kiné, etc. Mais au moins, je suis pas réveillée par les pleurs le matin. Et rien que ça, c'est déjà énorme. Donc, c'est chouette. C'est vrai que bah, l'État, en général, quand vous êtes maman au foyer, comme vous, bah, ils financent pas la crèche. Et pourtant, Dieu sait qu'on peut en avoir terriblement besoin. Je suis content de savoir qu'il peut y avoir des exceptions et qu'il peut y avoir un vrai financement. Mais vous voyez, tous ces ressorts-là, il faut aller voir l'assistante sociale, il faut aller à la PMI, parce que sinon, on ne peut pas le savoir soi-même. Il ne faut vraiment pas hésiter à pousser la porte, vraiment. C'est des personnes qui sont vraiment là pour nous aider et qui ont un cœur énorme et qui aiment les enfants et qui aiment aussi les mamans, pas que les enfants. Une puéricultrice, elle ne va pas aimer que les bébés, elle va aussi aimer les mamans. Et aussi, une chose qui aide, c'est de se dire que quelles que soient les difficultés que vous avez dans votre famille, dans votre couple, dans votre vie, si vous allez à la PMI, elles connaissent des situations 10 fois pires. Donc, n'ayez pas de culpabilité. Elles sont déjà passées par là, elles connaissent, elles ne condamnent pas, elles ne jugent pas. Je dis elles parce qu'il y a beaucoup de femmes, hein, évidemment, dans toutes ces structures. Et elles ont les solutions. Merci Claire. Merci infiniment. C'était vraiment très très précieux. Et j'espère que ça pourrait aider certaines. Moi, ce que je souhaite surtout pour vous, c'est que on trouve la raison de vos douleurs, que les approches cumulées, médicaments, hypnose, peut-être électrostimulateur ou autre, vous apportent du répit. Mais là, je trouve que c'est un peu difficile de vous le dire parce que vous n'y êtes pas encore, mais vous avez déjà mis les bons jalons pour vous en sortir. Et le fait que vous puissiez un peu souffler 3 jours par semaine, que vous en parliez, ne serait-ce que ça, vous arrivez à en parler avec sincérité, mais avec de la distance. Pardon de le dire, mais vous n'avez pas pleuré en nous parlant de tout ça. Vous nous en avez parlé très posément et très sincèrement. Les deux peuvent aller très bien ensemble. Ça montre déjà que vous êtes dans une analyse et une prise de distance par rapport à cette situation et que ça travaille à l'intérieur. Et que ces jours de répit vont faciliter les choses. Puis les enfants qui vont grandir, gagner en indépendance, comprendre, vous allez pouvoir échanger avec eux, vous n'allez pas être dans... Ça aussi, c'est une chose terrible, c'est quand on a des enfants en bas âge, c'est que comme on n'a pas... Comme ils ne répondent pas, hein, pardon pour la bêtise de ce que je suis en train de dire, mais on se fait le dialogue tout seul. Et quand on se fait un dialogue tout seul, on a juste l'impression de ne pas être à la hauteur et que nos enfants nous en veulent mais dès qu'ils commencent à parler, dès qu'ils commencent à exprimer encore davantage leur amour, leur attachement, etc., bien là, ça permet de déconstruire toute une partie des idées qu'on s'était faites. Encore une fois, et j'aimerais finir par ça, être de bons parents, c'est pas être parfait, c'est juste essayer de l'être. Et on peut pas faire mieux. Merci beaucoup, Claire.